Bonjour à tous et bienvenue dans La séance est ouverte. Le mardi 24 février, les députés de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public auditionnent les journalistes Samuel Etienne et Hugo Clément. Tous deux ont travaillé pour l'audiovisuel public et pour l'audiovisuel privé. Regardez. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, merci Mesdames et Messieurs les députés. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'audiovisuel public. Je n'ai pas écrit de propos liminaires parce que je voulais laisser le maximum de temps pour vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions avant tout. Simplement vous rappeler le lien très fort qui m'unit à l'audiovisuel public. J'ai commencé ma carrière en 2012 en sortant d'école de journalisme à France 2, en passant un concours qui s'appelle la bourse Jean d'Arcy, qui existe toujours aujourd'hui, où tous les diplômés des écoles de journalisme passent ce concours et le gagnant, celui qui remporte la bourse, intègre France Télévisions en contrat à durée déterminée. Et donc j'ai gagné ce concours et je suis entré à la rédaction de France 2, d'abord à Télématin, ensuite au service des informations générales, qui produit des reportages pour le journal de 13h et le journal de 20h. Et j'y ai travaillé pendant 3 ans, de 2012 à 2015. Ensuite, je suis parti, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans le privé, notamment au petit journal de Canal+, avant de revenir, bien des années plus tard, pour produire des émissions de télé pour l'audiovisuel public. Vous avez cité Sur le front, qui est notre émission d'investigation sur les questions environnementales, dont on est très fiers, qui est à la fois un succès d'audience et un succès de fond, puisqu'on révèle de nombreuses situations qui sont inconnues de nos concitoyens. Je ne sais pas si vous avez vu le numéro qui est passé hier soir sur France 5, consacré aux métaux rares et à la question de la souveraineté de la France sur la question des métaux rares, notamment toutes les réserves de lithium qu'on a chez nous et qu'on pourrait exploiter pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine. On produit également avec Winter Productions, qu'on a fondé avec mon associé Régis Lamanaroda, l'émission Quelle époque, présentée par Léa Salamé, que vous avez reçue ici. On produit aussi des documentaires pour l'audiovisuel public, notamment avec Stéphane Bern. On a produit une émission récemment sur le patrimoine. C'est un sujet qui nous est cher et qui, je pense, l'est aussi pour vous. Je précise aussi, parce que c'est important, que contrairement à d'autres personnes qui ont été auditionnées ici devant votre commission, je ne suis pas salarié de France Télévisions. Je n'appartiens pas à France Télévisions et donc je parle en mon nom, évidemment propre, pas au nom de l'audiovisuel public. Je parle en mon nom et en celui de ma société, puisque nous produisons aussi beaucoup de contenus et de reportages pour des chaînes privées, des diffuseurs privés, des plateformes françaises ou étrangères. On produit aussi des formats numériques qu'on fabrique nous-mêmes et qu'on diffuse nous-mêmes. Je présente notamment un podcast sur le sport d'endurance, qui est aujourd'hui le podcast leader sur ces questions-là, qui s'appelle Safe Pace, qui est diffusé toutes les semaines. Si vous courez ou que vous faites de la natation, vous irez écouter, ça vous intéressera. Ça, évidemment, c'est une production 100% privée, qui n'a aucun lien avec l'audiovisuel public. On opère aussi, avec mon associé, le site Vaquita, qui est un site qui fonctionne uniquement sur fonds privés et grâce aux abonnements des personnes qui nous soutiennent. Et puis on a aussi, entre autres activités, une agence destinée aux entreprises, qui est une filiale de Winter Productions, qui s'appelle Première Saison, avec laquelle on produit des contenus à vocation publicitaire, institutionnelle, en marque blanche, qui donc là n'ont encore une fois aucun lien avec l'audiovisuel public. Voilà, c'était pour que vous ayez un peu le panorama des productions qu'on fait aujourd'hui. Et je terminerai juste en disant ma fierté de travailler avec l'audiovisuel public. J'y ai commencé en tant que journaliste, donc je sais la rigueur avec laquelle les journalistes du service public font leur travail. Je sais la chance qu'on a, nous, producteurs privés, de pouvoir proposer des émissions comme Sur le front, qui est une émission d'investigation sur des questions environnementales. Je ne sais pas si cette émission pourrait exister aujourd'hui ailleurs que sur le service public, c'est peu probable. Donc on est très fiers, très heureux de travailler pour France Télévisions, d'être le prestataire de France Télévisions. Et on parlera, j'imagine, plus en avant des détails des émissions, mais voilà, c'était pour planter un peu le décor. Merci pour ce propos liminaire. Est-ce que M. Etienne voulait dire... Oui, je m'en excuse. Comparé à mon confrère Hugo Clément, je vais être très scolaire parce que je trouve très intéressant l'exercice du propos liminaire. Et Monsieur le Président, vous avez rappelé la puissance des mots qui parfois peuvent être des armes tout à l'heure. Et du coup, je voulais vous proposer un message que j'ai chronométré à 5 minutes précisément pour dire 2 choses. D'abord, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de cette invitation. C'est la première fois que je suis à l'Assemblée nationale.
à mon grand âge et je suis un peu impressionné. Au regard de la qualité des personnes auditionnées précédemment, parce que j'ai regardé beaucoup d'auditions, je ne suis pas sûr de vous éclairer beaucoup pour vos travaux. Je vais faire de mon mieux, en toute honnêteté, avec rigueur et avec une grande liberté de parole, puisque je ne suis plus salarié de France Télévisions depuis près d'1 an maintenant, donc je parlerai également en mon nom. J'ai écouté avec beaucoup d'attention plusieurs auditions menées par la Commission et je voudrais saluer d'abord la qualité des échanges. Je trouve formidable que les citoyens puissent constater un site visu en direct ou en replay le travail des représentants de la nation avec le travail et la connaissance des sujets traités que cela implique, à condition bien sûr d'écouter ces auditions dans la longueur et de ne pas se contenter parfois de quelques clips, de quelques poignées de secondes postés sur les réseaux sociaux, hors de tout contexte, de toute contradiction. Qui ferait ça? Mais voilà, je préfère conseiller d'écouter les choses dans la longueur. Moi qui suis un observateur passionné, c'est vraiment l'une de mes passions de la vie politique de notre pays depuis plus de 30 ans, je peux vous assurer que cette recherche du buzz, de la petite phrase, de la polémique qui fait des vues sur Internet au profit d'une notoriété numérique, médiatique et ou politique, est l'un des moteurs, à mon sens, les plus puissants du fossé grandissant entre les Français et leurs représentants. J'incite donc tout à chacun à écouter ces commissions, mais à les écouter vraiment, sauf quand la même question est posée 4 ou 5 fois de suite, malgré qu'une réponse a été apportée. Là, parfois, on peut se permettre de zapper. Dans mon propos liminaire, je voudrais donc saluer le travail de cette commission et je voudrais dire 2 choses précisément. D'abord, souligner l'importance de la coexistence d'un secteur public de l'audiovisuel et d'un secteur privé. Moi, j'ai travaillé dans les 2 univers, donc je crois que je les connais un peu. Et puis, je me permettrai de dire que pour l'heure, beaucoup des questions posées dans le cadre de cette commission me semblent passer peut-être à côté de l'essentiel. D'abord, sur la coexistence d'un secteur privé et public de l'audiovisuel. Alors, ils ont tous deux, ça a été rappelé d'ailleurs lors des auditions précédentes, 2 missions extrêmement différentes. Une entreprise privée a d'abord le devoir de faire des bénéfices. C'est sa mission, sans quoi elle ferme. Quiconque s'intéresse au monde de l'entreprise le sait. Elle doit donc faire un maximum d'audience pour vendre le plus cher possible ses espaces publicitaires. Ce faisant, elle peut proposer des programmes de qualité. D'ailleurs, cela arrive très souvent, mais ça n'est pas sa finalité première. Le secteur public, lui, se voit imposer un cahier des charges très contraignant par l'État. Et c'est bien normal puisqu'il est financé à 80% par de l'argent public. Dans le cahier des charges de France Télévisions, que je suis allé consulter, on lui demande, j'en lirai qu'une petite partie parce que la liste est immense, de s'engager en matière d'émissions culturelles, musicales, scientifiques, en matière d'éducation au développement durable, de documentaires, de programmes pour la jeunesse, d'éducation aux médias, d'Europe, d'émissions religieuses, de lutte contre les discriminations, de représentation de la diversité à l'antenne, d'accès des programmes aux personnes handicapées, je pourrais continuer ainsi longtemps, et le tout, s'il vous plaît, en faisant de l'audience, parce que c'est écrit noir sur blanc dans ce cahier des charges que cette télévision doit aussi être populaire et toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possible. On lui demande donc beaucoup de choses, de remplir des missions que le privé n'a pas à remplir, de faire des émissions de qualité et de faire de l'audience. Et le plus fou, c'est qu'elle y arrive et résout une forme de quadrature du cercle. D'où ma conviction, aujourd'hui, après 30 ans d'évolution dans cet univers, que ce système d'une coexistence entre un secteur public de l'audiovisuel et un secteur privé de l'audiovisuel est une bonne chose pour notre pays, notamment parce qu'il est à même de tirer les programmes vers le haut. La deuxième et dernière chose que je voudrais dire, c'est que, et je le dis avec beaucoup de respect pour cette commission et l'institution qu'est l'Assemblée nationale, c'est que nous passons peut-être ici à côté de l'essentiel. L'audiovisuel public, aujourd'hui, vous m'avez compris, il n'a pas besoin d'être affaibli, il a besoin d'être renforcé pour relever un défi. Parce que vous savez que les médias traditionnels sont confrontés à un défi qui est terrible. La fuite massive des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, moi je suis un amoureux de la presse écrite, pour le divertissement comme pour l'information, vers les plateformes, vers les réseaux sociaux, essentiellement contrôlés aujourd'hui par des pays étrangers, États-Unis et Chine, pour ne pas les citer. L'audiovisuel aujourd'hui public, il doit être renforcé. Pourquoi? Parce que si on ne l'aide pas à relever ce défi, d'ici quelques années, ce ne sera plus nécessaire de débattre de la privatisation éventuelle de cet audiovisuel public, parce qu'il n'y aura plus rien à privatiser, tant il sera affaibli, comme le seront d'ailleurs beaucoup d'autres médias traditionnels. Un dirigeant d'une grande télévision française déclarait en juillet dernier « La télé est en train de crever ». Il ne s'agit pas seulement d'emploi ou même d'investissement public sur des dizaines d'années dans le cas de l'audiovisuel public, mais de savoir si demain, nous voulons être informés et divertir essentiellement par des plateformes étrangères sans avoir à dire un mot sur la qualité des contenus. À mon sens, c'est surtout de cela dont devrait parler une commission sur l'audiovisuel public, plutôt que de poser parfois, certaines questions en boucle, audition après audition, alors même que les réponses sont apportées sur tel numéro de tel magazine, sur le salaire de tel ou tel, sur les petits fours, les voitures. Non pas que ces sujets ne sont pas importants, puisqu'il s'agit de contrôler une dépense d'argent public,
mais une fois que des réponses ont été apportées, on puisse peut-être passer à autre chose et se pencher sur l'essentiel. Et j'en conclus avec ces mots, l'essentiel, ce sont ces défis que doivent relever les médias traditionnels, menacés d'un affaiblissement, voire d'une disparition par des plateformes et des réseaux sociaux, américains ou chinois, sur lesquels un État comme l'État français n'a que peu de moyens pour influer sur la qualité des programmes. Il s'agit donc de défendre cette exception culturelle dont nous devons être fiers, et au final, c'est une question de souveraineté, et merci de votre attention. Merci beaucoup. Ça me permet de rappeler que effectivement, le principe d'une commission d'enquête, c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements et les manquements, et qu'il y a d'autres instances à l'Assemblée nationale pour effectivement traiter la question des grands défis. Il y a par exemple une proposition de loi qui est sur la table sur l'audiovisuel public pour parler aussi de l'avenir de sa gouvernance, de sa stratégie et de sa vision, de sa mission, et que c'est aussi le cas d'une commission d'enquête où on peut révéler des dysfonctionnements et des manquements. Je partage avec vous qu'effectivement, l'identification des 54 voitures de fonction à France Télévisions peut paraître insignifiant et pas être passé à côté du sujet. Je pense que quand même, c'est le principe aussi d'une commission d'enquête de révéler certains manquements et certains dysfonctionnements, mais c'est aussi le rôle de ces auditions. On est heureux de vous accueillir pour pouvoir vous poser des questions, et notamment des questions sur le fond, et notamment sur l'information, puisque vous êtes tous les deux des acteurs aussi de l'information sur le service public audiovisuel. J'aurais peut-être une question pour vous, Monsieur Clément. À chaque reportage que vous produisez ou que vous présentez, on voit des polémiques poindre. Certains vous qualifient de lanceurs d'alerte, saluent votre travail, mettant en avant aussi la question environnementale, lui donnant de la visibilité sur les antennes du service public. D'autres vous critiquant en indiquant que vous participez de la désinformation. Certains vous reprochent de relayer des fausses informations, des chiffres truqués. Enfin, je cite ce qui est dit à chacun de vos reportages, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas assez régulièrement. Et ma question, elle était assez simple. Comment expliquez-vous finalement qu'il y ait une telle polarisation du débat sur votre travail, sur les émissions que vous produisez, que vous présentez? Quelle est la déontologie que vous utilisez pour garantir justement une forme d'impartialité dans l'information scientifique? Parce que cette commission d'enquête, elle traite de la neutralité, de l'impartialité de l'information. On l'a beaucoup traité sur la question de l'impartialité, de la neutralité politique. Vous êtes un acteur essentiel de l'information environnementale. Et là aussi, les enjeux d'impartialité, de pluralisme sont importants. Moi, je ne crois pas beaucoup au mot neutralité, mais je crois à l'impartialité et je crois au pluralisme. Et comment, dans l'information environnementale, vous garantissez ce pluralisme et cette impartialité? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez reconnu, en voyant les réactions, là d'un syndicat, là d'une association de la presse scientifique ou de l'information scientifique, que peut-être il y avait eu des erreurs ou une méthodologie qui n'avait pas été suffisamment appliquée? Et si ce n'est pas le cas, voilà, peut-être quelques éléments sur votre déontologie et la manière dont vous travaillez. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je serais ravi de répondre sur des faits précis ou des reproches précis. Si vous en avez, je serais ravi d'y répondre, parce qu'on a évidemment réponse à tous les éléments qui nous sont reprochés. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'investigation, Monsieur le Président. Quand vous faites de l'investigation, vous faites des mécontents. Si personne ne réagit à votre enquête, personne ne la critique, s'il n'y a pas de polémique, c'est que vous avez mal fait votre travail et que vous tombez à côté. Parce que le principe de l'investigation, c'est de révéler des choses que certains ne veulent pas révéler au grand public. Et c'est bien pour ça que les émissions d'investigation existent. C'est rigolo parce que j'en ai un exemple sous le nez d'un des sujets qu'on a traités dans Sur le Front. On a fait une émission qui s'appelle Carton, la fausse bonne idée, point d'interrogation. Et pendant cette émission, on a enquêté notamment sur ce petit gobelet que vous nous avez mis gentiment à disposition devant nous, la Earth Cup. Et donc je suis ravi de la retrouver aujourd'hui, puisque c'est un gobelet qui dit « Je suis un gobelet carton sans film plastique, entièrement recyclable et compostable à domicile ». Eh bien, figurez-vous que nous avons soumis ce gobelet de l'Assemblée nationale à des chimistes, à des experts, un laboratoire expert qui a analysé sous nos caméras ce gobelet, et qu'il contient, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être que depuis notre reportage il y a eu des changements, mais à l'époque du reportage, les chimistes nous ont appris qu'il contenait
du plastique, en l'occurrence du PVC, et que la publicité qui en était faite comme d'un gobelet sans plastique était une publicité qui était un peu à côté de la réalité. Alors forcément, ça a fait des mécontents, cette révélation. Notamment l'entreprise qui fabrique ces gobelets n'était pas contente, nous a reproché de ne pas donner de bonnes informations. Il se trouve que nous n'avons jamais, depuis l'existence de Sur le Front, jamais été condamnés. Alors on a eu beaucoup de lettres d'avocats qui nous ont menacés de procès. On a eu quelques procès en diffamation. Nous n'en avons jamais perdu un seul. Voilà, depuis l'existence de Sur le Front, nous n'avons jamais perdu un seul procès sur le fond. Et donc toutes nos enquêtes sont sourcées. Nos enquêtes, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe si vous le voulez bien. D'abord, pendant plusieurs mois, on travaille avec des enquêteurs qui sont salariés de Winter Productions, qui passent des coups de fil, qui lisent la documentation scientifique, qui recueillent les témoignages de lanceurs d'alerte, d'experts, d'ingénieurs, etc., afin de savoir s'il y a matière ou non à enquêter et à aller tourner. Une fois que la phase d'enquête est terminée, nous allons sur le terrain sans idée préconçue. Et ça, c'est important de le préciser, sans idée préconçue. On ne part pas avec une feuille de route en se disant « on veut montrer ça ». Non, on se part avec un questionnement et on essaie d'apporter des réponses à ce questionnement. Et une fois que la phase d'enquête de terrain est terminée, ça peut prendre plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Et je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui débutent et qui ne sont jamais diffusées parce qu'on estime que soit il n'y a pas suffisamment de faits corroborés pour mettre l'enquête à l'antenne, soit parce que les difficultés d'enquête nous empêchent de tourner des séquences clés. Donc il y a parfois des enquêtes qui ne vont pas au bout, il y en a même beaucoup. Mais une fois que les enquêtes sont bouclées, on fait, je pense que quasiment aucune émission ne fait, c'est qu'on fait comme les scientifiques, on soumet nos émissions à des experts, avant diffusion, on les fait visionner par des experts indépendants, qui ne sont pas forcément partie prenante de l'émission d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des experts qui vont conclure précisément à chaque fois à la même chose que ce qu'on peut voir dans l'émission. On soumet ces émissions à des scientifiques, à des ingénieurs, à des experts, à des agriculteurs, pour qu'ils puissent nous remonter en amont de la diffusion les éventuelles imprécisions, les éventuelles erreurs. Et donc ça, c'est un processus qu'on a mis en place et qui nous évite de dire des bêtises ou des fausses informations. Et donc ça, c'est très important. On le fait sans idée préconçue. On le fait évidemment sans agenda politique, puisque c'est un peu le sens de votre question. Il y a des critiques qui nous sont faites, comme quoi nous aurions un agenda politique derrière. Vous savez, depuis que je fais ce métier, Monsieur le Président, j'ai l'habitude d'être mis dans des cases, alors un peu toutes les cases. Hein. Alors, vous l'avez dit en introduction, parfois je suis un facho, parfois c'est l'inverse, je suis un bobo. Bon, j'entends tout et n'importe quoi à mon sujet, ça m'est un peu égal pour être honnête. Je laisse les politiciens nous mettre dans les cases qu'ils veulent. Nous, on fait notre travail, un travail d'enquête, sérieux, sourcé, de terrain, un travail qui s'adresse à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, quel que soit leur lieu de résidence géographique, leur profession, on s'adresse à tout le monde. On est une émission grand public qui a pour vocation de mettre ces sujets environnementaux, qui sont des sujets d'intérêt général, au-dessus des clivages partisans, au-dessus de ce bouillon justement d'affrontements politiques, parce que ce sont des sujets d'intérêt général. Donc voilà, je pourrais vous parler très longuement, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais de toutes les enquêtes et toutes les révélations que nous avons faites, notamment sur la question des lentilles, qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Pour le coup, uniquement en bien, j'ai pas vu beaucoup de critiques sur cette enquête, mais peut-être que vous m'en ferez part, où nous avons montré que nos agriculteurs français qui respectent la réglementation française en matière de pesticides, se retrouvent concurrencés dans le cadre d'accords de libre-échange par les agriculteurs canadiens, les cultivateurs de lentilles canadiens qui, eux, ne respectent pas notre réglementation, utilisent des produits qui sont interdits chez nous et on continue, dans le cadre de ces accords de libre-échange, à importer ces lentilles qui sont mises en concurrence avec nos lentilles françaises, ce qui est un cas typique non seulement de mise en danger des consommateurs, de destruction des écosystèmes au Canada et de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Des exemples comme ça, j'en ai 1000, on pourrait en parler pendant des jours entiers, mais voilà, tout ça pour vous dire que sur le fond des enquêtes, nous n'avons jamais été remis en question sur le caractère factuel de ce que nous révélons sur le front. Et surtout, c'est une émission, et je terminerai là-dessus, pardon, je suis un peu long, c'est une émission où on donne la parole aux gens qui sont sur le terrain.
Nous ne tournons aucune séquence dans des bureaux à Sur-le-Front. On ne fait pas d'interview dans les rues parisiennes avec des gens qui ne sont pas sur le terrain. On est avec les agriculteurs sur leur exploitation. On est avec les ingénieurs. Par exemple, dans l'émission d'hier soir, nous avons suivi le bureau de recherche géologique et minière, qui est un joyau français de recherche sur notre sous-sol. Nous avons participé au grand inventaire que ces scientifiques font sur nos ressources minières. Voilà, nous sommes sur le terrain, nous donnons la parole aux gens qui se battent pour l'environnement et nous nous en tenons aux faits et rien qu'aux faits. Merci. Alors, 2 questions complémentaires, puis je laisse la parole au rapporteur, peut-être pour prendre des exemples et comprendre comment vous travaillez. Il y a un principe important dans le journalisme, et c'est le contradictoire, c'est donner la parole effectivement à une vision opposée ou permettre aux personnes qui font l'objet d'une enquête de se défendre. On pense au fauteuil rouge de complément d'enquête, par exemple, qui à la fin d'un reportage permet de garantir le respect du contradictoire. Encore une fois, je me fais l'écho parfois des polémiques qui ont pu susciter pour justement que vous puissiez aussi vous expliquer. Je pense que c'est le but d'une commission d'enquête, c'est de pouvoir s'expliquer devant les Français sur des polémiques. Et encore une fois, vous l'avez rappelé, vos reportages, à chaque fois, il y a surtout une polarisation. Des gens qui vous remercient d'avoir mis en lumière des sujets qui étaient mis sous le tapis et d'autres qui vous reprochent parfois de contribuer ou en tout cas de ne pas permettre toujours le contradictoire. Je prends 2 exemples pour comprendre très concrètement comment vous mettez en œuvre ce principe du contradictoire ou pour faire entendre aussi différentes visions d'un même sujet. Un reportage de Sur le Front sur les parcs naturels régionaux que vous avez qualifiés de grandes mascarades, en expliquant effectivement que... Grande mascarade, point d'interrogation, Monsieur le Président. Je tiens à préciser, parce que le point d'interrogation est important dans le titre. Et dans une autre audition, en plus, on s'était penché effectivement sur cette question-là, où la sémantique est importante et la ponctuation également. En tout cas, vous présentez ces parcs naturels. Je crois qu'il y a une voix off au début, je l'avais vu. On voit des courses de moto, du glyphosate et des rejets d'égout. Et le sujet est important. Vous expliquez que finalement... ces parcs naturels ne sont pas toujours des réserves naturelles ou des sanctuaires naturels, mais qu'ils donnent lieu effectivement là à des courses de moto ou à d'autres endroits à des rejets d'égouts, et vous le montrez dans votre reportage. À l'issue de ce reportage, la Fédération des parcs naturels régionaux s'était émue en vous accusant d'un manque de partialité, d'objectivité. Et encore une fois, je la cite, elle regrettait la manière dont vous aviez évoqué cette question des parcs naturels régionaux. Il y a un autre... Alors c'est un éditorial sur France Inter, c'est différent en toute subjectivité, sur la 69, l'autoroute, etc. Certains vous avez reproché de ne pas faire un éditorial, mais d'avoir été dans une forme de réquisitoire. Et je cite la médiatrice de Radio France qui avait mis en ligne sur le site de Radio France des commentaires d'auditeurs de Radio France. Comment vous prenez en compte cette difficile équation de mettre en lumière des sujets importants et donc de faire du journalisme d'investigation, de révéler ce qui apparaît pour vous comme des scandales environnementaux, tout en garantissant en même temps le respect du contradictoire, c'est-à-dire de donner la parole à des organisations, à des représentants qui ont une vision différente. Alors, sur la question précise des parcs régionaux, si vous avez des éléments plus précis, pareil, je pourrais y répondre. Le reproche général et qui se limite au fait d'impartialité ou de manque d'objectivité, c'est compliqué d'y répondre puisqu'on ne parle pas de faits, on parle de sentiments. Là, encore une fois, quand vous faites une enquête qui montre, par exemple, que les égouts de Marseille se rejettent encore aujourd'hui dans le parc national des Calanques, où il y a tout un tas de règles qui s'appliquent aux citoyens qui y vont, mais par contre, on continue à rejeter les égouts de la deuxième ville de France dans cet écosystème fragile, évidemment que les gestionnaires du parc en question auraient préféré se passer de ce reportage. On peut les comprendre, ça met en cause l'image de leur parc, donc qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils pointent un manque d'impartialité, libre à eux, mais encore une fois, sur les faits, rien ne nous a été reproché, c'est-à-dire que personne n'a démontré que ce que nous montrions dans l'émission était faux. Ça, c'est le plus important. Sur la question du contradictoire, et vous avez raison, c'est un fondement de l'investigation. Lorsque vous mettez en cause quelqu'un ou une entité,
vous devez proposer à cette personne ou à cette entité un droit de réponse, une possibilité de répondre sur les éléments qui seront exposés dans l'enquête. Et évidemment, nous le faisons systématiquement. Nous le faisons systématiquement avec les entreprises, nous le faisons systématiquement avec les personnes. Nous prenons des délais suffisamment larges pour permettre aux personnes qui figurent dans les enquêtes de nous répondre, soit en acceptant une interview avec nous, soit en nous répondant des éléments par écrit, mais nous donnons systématiquement la position des personnes qui peuvent être mises en cause dans une enquête de sur le front, à supposer que les personnes acceptent de nous répondre, parce qu'il y a aussi des cas où, malgré nos nombreuses tentatives pour joindre telle ou telle entreprise, nous n'avons soit aucune réponse, soit une réponse laconique de quelques mots. Voilà, mais évidemment, nous respectons toujours le contradictoire, et encore une fois, si ce n'était pas le cas, les personnes qui se sentiraient qui se sentiraient non respectées dans leur droit au contradictoire pourraient exiger un droit de réponse, pourraient intenter une procédure, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, donc nous respectons bien évidemment le contradictoire. Bien sûr. Merci de cette précision et de cette réponse. L'idée n'était pas de me faire l'écho des reproches, mais plutôt de comprendre, comme ça suscitait effectivement des réactions, comment vous l'intégriez en amont dans votre travail, ce principe du contradictoire, et votre réponse permet de mieux comprendre la manière dont vous travaillez. Je laisse maintenant le rapporteur vous interroger pour 45 minutes. Ensuite, il y aura, je vous l'indique, des questions des groupes politiques et des députés membres de ces différents groupes politiques de 2 minutes, avec des réponses de 2 minutes. Et puis le rapporteur reprendra la parole à l'issue des questions des députés. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, merci messieurs pour votre présence, merci pour vos propos liminaires, même si j'ai pu y voir quelques critiques sur la tenue de cette commission d'enquête, monsieur Etienne. C'est là votre droit, et j'aurai probablement aussi quelques questions sur votre vision de la neutralité de l'audiovisuel public. Je vais essayer de vous poser des questions assez rapides, si vous pouvez aussi faire des réponses les plus courtes possibles. Je pense que ça donnera aussi l'occasion à l'ensemble des députés membres de cette commission et qui sont présents d'avoir un échange nourri avec vous. Ma première question s'adresse à vous, monsieur Etienne. Vous animez donc aujourd'hui sur YouTube une émission qui s'intitule La matinée Etienne. On lit les journaux ensemble. Sur Twitch, vous, lors de votre revue de presse, effectivement c'est la chaîne Twitch, lors de votre revue de presse, vous commentez l'actualité pendant à peu près 3 heures, sur la base notamment de mails que vous envoient les internautes. Et à ce titre, donc, vous avez l'habitude de hiérarchiser les informations comme sur un journal télévisé. J'aimerais donc avoir en première question votre regard sur la hiérarchisation de l'information qui a été opérée sur le service public. Vous êtes un ancien présentateur du 12-13 de France 3, vous avez présenté pendant longtemps la matinale de France Info, vous avez présenté le 6h Info de France 2. Aujourd'hui, vous êtes aussi une figure du service public avec Question pour un champion le week-end. Je voudrais revenir sur le traitement de l'information par le service public du meurtre de Quentin. Le 14 février, au lendemain de son agression, le JT de 13h de France 2 n'a pas fait mention une seule fois de ce fait. Lors du JT de 20h qui a suivi, il y a eu 2 minutes seulement qui ont été consacrées à ce sujet en toute fin du journal télévisé, alors même que le journal de 20h de TF1 ouvrait son journal sur ce sujet. Quel regard, vous qui avez été quand même un expert de l'information sur le service public, quel regard est-ce que vous portez sur cette hiérarchisation de l'information sur le meurtre de Quentin qu'on a pu observer sur le service public ? Merci Monsieur le rapporteur pour cette question. Alors vraiment dans le cœur de tout ce qui me passionne, la question de la hiérarchie de l'info. Vous m'avez demandé des réponses courtes. Alors j'avais envie de vous répondre dans la mesure où je peux répondre brièvement. Alors je pense que vous allez être content parce que je vais vous répondre très brièvement à celle-ci. Je ne suis pas salarié de France Télévisions. J'ai fait le choix de quitter le groupe dans lequel je travaillais pendant 17 ans, il y a presque 1 an maintenant, et je ne m'autorise pas à commenter le travail d'une entreprise et d'équipes où je ne travaille pas, où je ne travaille plus. Et puis alors j'ai un autre souci, c'est que je ne regarde pas la télévision, jamais. Alors c'est un peu paradoxal parce que j'y travaille. Je suis un journaliste de l'audiovisuel, j'ai fait de la radio et de la télévision, mais moi je suis un amoureux de la presse écrite. Et je ne vous réponds pas à côté, monsieur le rapporteur, j'essaie vraiment vous expliquer. Moi je suis un amoureux de la presse quotidienne. Je trouve qu'on a une chance inouïe d'avoir une presse écrite quotidienne de cette qualité en France. Je pense à la presse quotidienne nationale. Et donc, moi, depuis 30 ans, je lis tous les journaux de presse écrite tous les matins, c'est mon plaisir. Et les revues de presse que vous avez évoquées, quand je le faisais en radio et en télévision, c'était mon exercice préféré,
ce paradoxe d'être un journaliste audiovisuel mais passionné de la presse écrite. Et donc quand je suis arrivé sur Twitch, c'est pour ça que j'ai proposé ce rendez-vous de revue de presse, parce que je me suis dit, puisque je fais ce que je veux, maintenant, on y va. Et cette revue de presse que je présentais pendant 3, 4, 5, 6 minutes du grand, à l'époque où la revue de presse sur France Inter pouvait faire cette durée, avec Yvan Leveille par exemple, eh bien, je la fais pendant 3 heures. Donc, et je réponds à votre question, je ne consomme pas la télévision, je ne regarde pas les journaux de 20 heures, je ne regarde pas les chaînes d'infos en continu, alors que j'y ai travaillé pendant des années, parce que j'estime que la meilleure source d'information, parce que c'est un média qui prend le temps, qui n'est pas dans la course, dans la précipitation. Hier matin, pendant ma revue de presse que vous évoquez, j'étais interpellé par des viewers qui me disaient « Mais tu ne nous parles pas du Mexique, vous savez, où s'est passé des choses en lien avec les cartels et des violences. » Et effectivement, les journaux du matin n'avaient pas eu le temps de traiter cette information, puisque, alors que les médias audiovisuels, notamment les chaînes d'infos en continu, s'en étaient emparés. Et moi, je leur ai rappelé à ce moment-là ce que je rappelle toujours, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui freine, qui a le pied sur le frein tout le temps sur l'info. Je leur dis, qu'est-ce qu'on a à perdre de perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 24 heures pour traiter avec un minimum de recul l'information. Et le Mexique, j'en ai parlé ce matin avec un article du Parisien qui était plutôt bien fait. Donc, j'ai fait un pas de côté pour vous expliquer, mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne consomme pas les médias audiovisuels et je ne travaille pas à France Télévisions. Je suis la dernière personne à qui vous pouvez poser cette question et vous proposer une réponse de qualité, quoi. Regardez jamais Question pour un champion. Alors, quand j'ai accepté de présenter cette émission il y a 10 ans, j'ai regardé mes premières fois qui n'étaient pas formidables pour essayer de voir ce que je pouvais améliorer. Et puis, il y a un moment, au bout d'1 an et demi, j'ai à peu près trouvé mon ton et mon style. Et donc, j'ai arrêté de regarder. Monsieur le rapporteur, je vous laisse reprendre. Pardon. Ouais, chaque fois il faudra le. Mais merci, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Étienne. Si je vous pose la question, c'est parce que vous avez incarné l'information sur le service public pendant des années. Donc sur cette question, qui est une question qui nous occupe nous dans cette commission d'enquête, de la hiérarchisation de l'information, de la sélection aussi des informations à présenter au public, je me permettais de vous présenter un cas d'étude que j'ai pu d'ailleurs poser aussi à d'autres dirigeants de l'audiovisuel public. Votre regard aurait été pertinent. Si je vous pose aussi la question, c'est parce que sur Twitch, lors de votre émission du 19 février 2026, donc il y a quelques jours à peine, vous avez déclaré au sujet de l'affaire de la mort de Quentin, je vous cite, la droite, l'extrême droite, vous faites la même chose, vous instrumentalisez cette affaire de la même manière. Fin de la citation. Est-ce que vous trouvez vraiment, quelques heures seulement, quelques jours seulement après la mort abominable de Quentin, que le principal sujet, ce soit une éventuelle instrumentalisation, ou c'est pas au fond l'ultra-violence de certains mouvements politiques qui viennent à tuer des gens pour leur pensée et leur engagement politique. Et donc c'est à peu près, ça en revient à ma première question sur la hiérarchisation de l'information sur le service public. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette analyse ? Sûr. Ma réponse en 2 temps, très court. La première chose, c'est que vous faites ce que je reproche justement d'une manière générale aujourd'hui à notre société, c'est que, donc vous m'avez cité, je n'ai aucun souvenir de cette phrase puisque mes lives durent 3 heures, donc je vous crois sur parole. Donc sur des mots que j'ai prononcés, alors j'analyse tous les jours en direct, sans notes, sans à brûle pour point l'actualité, donc vous m'en voudrez pas de me rappeler précisément de ces mots. Mais c'est vrai que ça rejoint quelque chose que j'ai dit effectivement, c'est-à-dire que moi j'ai regretté que la classe politique, une partie importante de la classe politique, alors j'ai vu les déclarations de certains élus, ça ne veut pas dire toute la classe politique justement, mais j'ai regretté que certains élus de tous bords d'ailleurs aient réagi très très vite à cette affaire, très très vite, alors que l'enquête était en cours, que le magistrat, enfin que le procureur chargé de l'enquête justement, dans sa première conférence de presse, était extrêmement prudent sur les informations, et je me suis dit, c'est quand même dommage que des représentants de la nation, je ne dis pas les représentants de la nation, mais que des représentants de la nation, de tous bords politiques, et déjà une lecture politique à nous apporter du sujet, alors même que l'enquête est en cours et que les premières arrestations n'avaient pas encore eu lieu. Je l'ai regretté parce que c'est effectivement ma vision de l'actualité. Je pense qu'on va trop vite, nous les médias et parfois aussi les politiques. Merci pour votre réponse. Je vous pose une question pour réagir aussi à vos propos liminaires. Vous expliquez que vous n'êtes pas salarié de France Télévisions. Bon, vous présentez encore Question pour un champion qui est diffusé le week-end, mais vous n'êtes pas salarié. Et je crois que vous avez dit dans votre propos liminaire que c'était un choix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce choix ? Pourquoi ne pas vouloir rester salarié de l'audiovisuel public ? Est-ce que selon vous, il y a au fond une liberté supérieure
à ne pas être salarié, être prestataire, à faire notamment vos émissions sur Twitch. Quelle est la différence? Quel degré de liberté ça vous apporte aujourd'hui de ne plus être salarié de l'audiovisuel public? Je pourrais en parler pendant des heures, je vais essayer d'être court. Moi, j'ai été salarié pendant 30 ans, et c'est 30 ans de bonheur. Enfant, je voulais être journaliste, c'était ce qu'on appelle une vocation, et j'ai eu la chance de faire ce métier, beaucoup de chance, en radio, en télévision. J'ai adoré toutes les rédactions où j'ai travaillé. Tout à l'heure, Monsieur le Président a rappelé quelques-unes des rédactions où je suis passé, mais il y en a d'autres, parce que... qui ont été importantes pour moi. Radio France Internationale, où j'ai travaillé 5 ans. iTélé, l'ancêtre de CNews, le groupe Canal+, pour lequel j'ai travaillé. Et puis à France Télévisions, où je suis resté 17 ans. J'ai eu la chance de... C'est un terrain de jeu formidable, un groupe audiovisuel comme celui-ci. Comme TF1 peut l'être par ailleurs, ou encore Canal+. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, du reportage, du documentaire, des émissions politiques, d'histoire. Et j'ai adoré tout ça. Mais j'ai découvert un peu par accident, lors de la crise sanitaire, cette plateforme Twitch. Et j'ai découvert cette liberté, cette ivresse incroyable de pouvoir enfin porter ces idées, finalement, ces idées de programme. Je vous parlais de cette revue de presse qui dure 3-4 minutes en radio ou en télé. Elle dure 3 heures. J'ai toujours voulu faire ça. Cette liberté, elle est incroyable. Je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Je pense que je ne redeviendrai jamais salarié d'une rédaction ou d'une chaîne. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est très agréable, mais intellectuellement parlant. En gros, en télévision, par exemple, dans des chaînes importantes, quand vous avez une idée, vous la pitchez, vous devez convaincre une direction, des équipes. Ça dure parfois des semaines, des mois, et puis souvent, il ne se passe rien, parce que l'idée n'a pas été validée. Sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, qui sont bien critiquables par ailleurs sur d'autres aspects, notamment le fait qu'elles soient contrôlées par des pays étrangers, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez une idée le matin, le soir elle est à l'antenne, parce que les moyens techniques sont extrêmement légers. Et puis vous êtes le présentateur, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef et le directeur. Et en général, quand le présentateur Samuel Etienne demande l'autorisation au directeur Samuel Etienne de faire une émission, la discussion est assez rapide, quoi. Donc oui, je trouve ça formidable, mais c'est pas parce que subitement j'ai une tribune. Moi, ce que je professe sur ma chaîne, c'est que la neutralité n'existe pas. C'est un très joli mot. On aurait envie d'accéder à une information neutre. Souvent, les jeunes qui me rejoignent sur Twitch et qui ne sont pas des lecteurs de journaux me disent « Mais Samuel, est-ce que tu peux nous conseiller le journal le plus neutre ?» Et je leur dis « Mais ça n'existe pas. » Il y a des journaux qui sont engagés déjà. Voilà. L'Humanité, c'est un journal communiste qui l'affirme. Libération, c'est un journal qui ne cache pas être engagé à gauche. Le Figaro a fêté ses 200 ans récemment et j'ai beaucoup discuté avec les journalistes du Figaro à cette occasion et c'est les journalistes qui reconnaissent que leur journal a une ligne éditoriale conservatrice et libérale sur un plan économique. L'Opinion est un journal qui est assez proche des entreprises. La Croix est portée par des valeurs chrétiennes, etc. Et je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il y a des biais, parfois qui sont assumés et clairs. Ils sont mis en avant. Et puis il y a aussi tous ces biais inconscients selon l'endroit où on est né, la culture qu'on a reçue, les lectures, les rencontres, notre sensibilité à certains sujets. Et moi, je crois beaucoup plus au concept d'honnêteté que de neutralité. Et quand le matin, je discute de l'information et que parfois je donne mon avis, parce que j'essaie de distinguer les deux, je dis voilà ce que rapportent les journaux, puis je multiplie le regard. Ce matin, ça fait 2 jours de suite que je parle beaucoup de l'Ukraine, puisqu'on est, hélas, en train de rentrer dans la 5e année de conflit. Et donc, il y a toute une série d'articles depuis 2 jours là, qui sont passionnants sur le fond de cette histoire. C'est mon principal titre depuis 2 jours. Mais je propose le regard du Figaro, de l'Humanité, de la Croix, du Parisien, parce que les regards ne sont pas tout à fait différents. Donc, je multiplie les regards en expliquant que ces regards sont un peu différents. Et de temps en temps, j'ai la faiblesse de donner mon avis, puisqu'on me le demande, puisque je suis interpellé par ma communauté. Et je dis toujours... ce n'est que mon avis et ça ne vaut que ça et ça ne vaut pas grand-chose finalement. Faites-vous, votre propre avis par rapport aux infos que je vous donne. Et puis n'oubliez pas que moi aussi, je suis plein de biais. Donc je ne sais pas si je réponds bien à votre question, monsieur le rapporteur, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de vivre au quotidien. Merci. Sachant que votre chaîne Twitch ne rentre pas dans le périmètre de cette commission d'enquête, je le dis parce qu'on traite de la question de l'audiovisuel public, ce n'est pas exactement dans le champ de la commission d'enquête, mais je laisse le rapporteur continuer. Merci, monsieur le Président. Effectivement, peut-être une question, mais qui va être un peu générale sur les liens entre une expression publique d'un animateur associé au service public, parce que vous avez été une grande figure de l'information sur Radio France. Désormais, vous êtes une grande figure du divertissement sur le service public, sur France Télévisions. Donc ma question va porter vraiment sur ces liens et notamment le respect des obligations qui vous incombent de cette loi Léotard, d'impartialité, d'honnêteté, de pluralisme, encore plus de neutralité quand on est délégataire d'une mission de service public. Donc vous êtes une figure de la télévision publique. Pourtant,
sur votre chaîne Twitch, vous multipliez les prises de position qu'on peut qualifier de personnelles. Le 13 janvier 2026, par exemple, vous avez déclaré dans votre émission matinale, je vous cite, « Vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du RN », fin de la citation. Dans cette même émission, en fait, vous vous référiez aux prises de position d'une streameuse, Avamine, qui avait des propos quand même très insultants pour le RN, qui expliquait, je la cite, « J'emmerde toujours le Rassemblement national ». Et ce n'est pas la première fois que vous tenez des propos ostensiblement hostiles à l'égard du Rassemblement national. Le 15 novembre dernier, et je me suis arrêté il y a quelques semaines, vous affirmiez aussi dans un live Twitch sur votre chaîne, je vous cite, « Le Rassemblement national comme le Front national est un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme » ou encore « Le RN est un parti qui prône le rejet de la différence ». Fin de vos citations. Ma question en fait porte sur quand on est une figure qui incarne une mission de service public, qui incarne l'audiovisuel public, est-ce qu'on peut se permettre, alors qu'on est soumis à un devoir de neutralité, d'honnêteté, de pluralisme, d'indépendance, est-ce qu'on peut, sur une chaîne Twitch, alors qu'on bénéficie aussi de sa notoriété et de ses contrats avec le service public, tenir de tels propos qui sont des propos éminemment militants et politiques? Qu'est-ce que vous pensez de cette contradiction entre vos deux engagements? La question est longue, je vais essayer d'y répondre de façon brève. Il y a beaucoup de choses. Je l'ai expliqué à l'instant, je ne crois pas au concept de neutralité. Vous m'appelez la neutralité, c'est un mirage, c'est un attrape-gogo. Je crois à l'honnêteté en revanche. Et je crois beaucoup plus intéressant de dire à un public, attention à mes propres biais. Quand je dis par exemple, quand je rappelle que le RN est un parti d'extrême droite, voilà, ça c'est quelque chose que je peux exprimer assez régulièrement sur ma chaîne parce que la question m'est posée, puisque je parle énormément de politique. Et donc le RN aujourd'hui a pris une place très importante dans notre paysage politique, élection après élection. Donc les viewers m'interrogent beaucoup sur le RN par exemple. Et c'est pas tellement un sujet sur lequel je vais, mais comme on m'interroge, j'essaie de répondre avec honnêteté, avec rigueur, mais pas avec neutralité, vous l'avez compris, puisque pour moi personne ne l'est. Okay. En revanche, je crois à l'honnêteté intellectuelle. Et votre question, elle dit, est-ce que c'est conciliable avec le fait que vous soyez encore une figure de France Télévisions aujourd'hui à travers les 2 questions pour un champion que je présente encore le samedi et le dimanche. Et je vais vous répondre, je ne suis pas salarié de France Télévisions. Moi, j'ai été en CDI pendant 17 ans à France Télévisions. France Télévisions, alors je parlais d'un choix tout à l'heure, c'est un choix contraint. France Télévisions m'a demandé de quitter le groupe, pour dire les choses, donc il y a à peu près 1 an. Enfin, il y a 3 ans, mais disons qu'on a mis 2 ans à se mettre d'accord. Donc ça a été effectif il y a un peu moins d'1 an. Et donc, à mon corps défendant, j'ai quitté le groupe. Et aujourd'hui, quel est mon lien avec France Télévisions? Eh bien, à peu près 10 jours par an, un peu moins de 2 semaines par an actuellement, j'ai des sessions d'enregistrement pour Fremantle, donc qui est la société de production. Comme commission enquête, c'est important. Est-ce que vous nous dites que vous avez été licencié de France Télévisions? Disons que France Télévisions, il y a 3 ans, m'a demandé de quitter le groupe. Après 17 ans d'ancienneté. Quel groupe, c'est pas très juridique, vous me permettrez en France, il y a le licenciement. C'est là où on n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'eux me demandaient de démissionner. Et puis je leur ai dit, écoutez, j'ai 17 ans d'ancienneté, donc on va discuter un petit peu. Cette discussion, elle a duré 2 ans. C'était pas très agréable d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je pense que d'autres salariés connaissent le sujet. Et donc ça s'est fini par une, comment on dit, négociation, une rupture conventionnelle. Voilà, où il y avait le minimum de lien à mon ancienneté. Plus, si on rentre un petit peu dans les choses techniques, le paiement de mes congés payés, de mes arriérés de salaire et mon CET, mon compte épargne-temps. Donc ça a été soldé il y a à peu près 1 an. Mais ce n'est pas une discussion que j'ai initiée, vous l'avez bien compris. Donc, pardon, juste une précision, c'est important parce que dans le travail que fait le rapporteur, il y a aussi cette question de comprendre les allers-retours entre les salariés de l'audiovisuel public et les sociétés de production. Ah oui, ce qui a été qualifié de pantouflage. Comment? Ce qui a été qualifié de pantouflage, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est des allers-retours effectivement entre des sociétés publiques et des sociétés privées. Donc bien sûr. Alors moi, je peux vous assurer, c'est pas nous qui l'avons qualifié. Il n'y aura pas d'aller-retour parce que je ne compte pas revenir. Non, alors ma question. Pardon. J'essaie de répondre à vos questions. Hein. Oui, mais je ne l'ai pas posée encore. Okay, oui. Je vais vous la poser. Vous allez y répondre. Ma question, c'est que parfois, ça nous a été remonté que quand France Télévisions licencie des salariés. On leur dit dans le corbeil du divorce, si vous me permettez cette expression, on va vous maintenir 2-3 émissions. Donc, soit vous créez votre société de production, soit vous allez travailler dans une société de production et on vous licencie, mais vous aurez 2-3 émissions. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous avec Question pour un champion dans vos discussions?
Est-ce que dans vos discussions, on vous a licencié, mais on vous a dit, en revanche, vous pourrez garder quelques émissions de Questions pour un champion et vous serez donc salarié du producteur qui produit France Télévisions, qui produit Questions pour un champion? Non. Puis de toute façon, moi, je réponds à votre question, Monsieur le Président. Non, moi, j'étais opposé à cette décision de quitter le groupe. Les discussions, on dirait 2 ans, parce que j'étais pas d'accord avec cette proposition de France Télévisions de quitter le groupe. Il se trouve qu'après cette rupture conventionnelle, le producteur Fremantle, qui lui avait toujours un contrat avec France Télévisions pour produire cette émission, m'a proposé de poursuivre. Alors avec beaucoup moins d'émissions, parce que quelques semaines après mon départ, j'ai appris que Question pour un champion disparaissait de la semaine et ne passait qu'en week-end, donc le nombre d'enregistrements s'est réduit fortement. Et donc Fremantle me propose, pour être encore plus précis, à chaque session d'enregistrement, donc à chaque semaine de travail, un contrat d'une semaine. Voilà, que j'accepte ou j'accepte pas, jusqu'à ce jour je l'ai accepté, pour continuer à porter ce jeu que j'adore, puisque je m'en suis déjà exprimé dans la presse, même si j'ai beaucoup d'estime pour l'audiovisuel public, vous l'avez compris dans mon propos liminaire, et pour France Télévisions, parfois les directions prennent des mauvaises décisions. Ce fut une mauvaise décision de passer Question pour un champion uniquement au week-end, parce que c'est un jeu dont je pourrais parler pendant des heures, qui est extraordinaire et qui est justement très service public. Et donc voilà, j'ai un contrat session par session. Merci. Le prochain est en mars. J'ai une semaine de travail. Voilà. Merci pour ces questions. Je laisse la parole au rapporteur. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous, que ça peut choquer qu'une entreprise publique licencie ses salariés, donc avec des indemnités de licenciement, des négociations, tout en maintenant, à travers une société de production qui travaille avec France Télévisions, des contrats? Vous voyez, c'est... c'est pas moi qui ai un contrat avec France Télévisions, je suis désolé. Là, oui, non, mais oui. Est-ce que vous trouvez... Alors si les questions m'est posées pour un autre cas, moi je ne veux pas répondre je sais que vous avez interrogé certaines personnes, notamment Nathalie Darrigrand, sur cette question, mais moi je n'ai pas de contrat avec France Télévisions. Qu'on soit clair, Fremantle vendrait Question pour un champion à M6, TF1 ou Canal+. Ça me serait Question pour un champion, vous le faisiez avant comme salarié de France Télévisions? Oui. Enfin, est-ce que vous pouvez comprendre quand même que ça pose question? C'est-à-dire que vous animez France Télévisions... Juste 2 secondes, et après je laisse la parole au rapporteur, monsieur. Vous présentez Question pour un champion comme salarié de France Télévisions. France Télévisions vous licencie, vous donne des indemnités de licenciement, et ensuite vous présentez Question pour un champion plus comme salarié de France Télévisions qui vous a licencié, mais comme salarié d'une société de production. Personnellement, je voulais rester au sein du groupe. Donc, si la question qui m'est posée, c'est est-ce que vous souhaitiez rester dans votre régime qui a été celui d'être salarié de France Télévisions pendant 17 ans, ma réponse est oui. C'est ce que j'ai souhaité et c'est pour ça que nos discussions ont achoppé pendant 2 ans. Merci pour cette transparence, monsieur le rapporteur, je vous laisse répondre. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Mais c'est là où il y a une sorte de flou, parce que vous expliquez que les propos que vous tenez dans le cadre de votre chaîne Twitch n'impliquent pas France Télévisions, alors que vous êtes lié à France Télévisions en étant une figure animatrice encore de Questions pour un champion. Dans le même temps, je vous pose la question, parce qu'on a reçu une des représentantes, une des figures de France TV Slash, qui n'était pas salariée de France Télévisions, elle était prestataire comme vous. Elle percevait des indemnités parce qu'elle présentait une émission du service public, elle n'était pas salariée de France Télévisions. Et pourtant, elle a tenu des propos sur ces chaînes privées choquants, notamment de décomplexant totalement le racisme anti-blanc. Elle expliquait aussi que tous les policiers étaient des bâtards, que la police était un ramassis de fascistes, de racistes, d'antisémites et de misogynes. Bon, c'est quelques propos qu'elle a tenus sur ses comptes de réseaux sociaux personnels. Donc, encore une fois, et ce sera ma dernière question sur le sujet, quand on est une figure de l'audiovisuel public, quand on est rémunéré par le service public, quand on a des contrats, vous êtes rémunéré par une entreprise de production, je vois faire non, mais vous êtes rémunéré par une entreprise, une société de production qui a un contrat avec France Télévisions et vous êtes une figure de Question pour un champion, sur la neutralité, qui pourtant est un objectif à valeur constitutionnelle d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme, quelle est la limite qu'on se met? Est-ce que le fait de ne pas être salarié officiellement du service public, mais d'être rémunéré par le service public, vous permet d'avoir une posture militante sur vos réseaux sociaux privés? Voilà, c'est toute ma question. Et on a déjà évoqué cette question dans le cadre de la commission d'enquête, avec notamment la représentante de France TV Slash. En fait, le souci dans votre question, c'est que vous parlez de position militante. En fait, ce que vous m'avez reproché tout à l'heure, c'est quand la question m'est posée, de qualifier le RN de parti d'extrême droite. C'est la qualification que donne le ministère de l'Intérieur. C'est la définition que donne le Conseil d'État. C'est la définition que donnent de nombreux hommes de droite
comme Xavier Bertrand, par exemple, pour ne citer que lui. Si la question est, et Samuel Etienne, vous avez une position militante parce que quand la réponse vous est posée, vous qualifiez le RN de parti d'extrême droite, comme le Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur, Xavier Bertrand et d'autres, je ne vois pas très bien, ou alors vous qualifiez cette qualification du ministère de l'Intérieur, du Conseil d'État de militante. Pardon, j'essaye de préciser la question du rapporteur. En fait, oui, pour les Français qui nous écoutent, qui ne comprennent peut-être pas tout, l'audiovisuel public n'a pas les mêmes règles que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en termes d'information, et pas les mêmes règles que la presse écrite, en termes de pluralisme, d'indépendance et d'impartialité de l'information. Je pense que la question du rapporteur, c'est de dire sur l'audiovisuel public... Pardon, mais dans mes journaux sur France Info et sur France 3, où j'ai travaillé pendant des années, dans tous mes journaux, le RN et le FN étaient un parti d'extrême droite. Non, je parle pas du... Pardon, je parle pas de... Moi, je parle pas du RN ou de... Je parle pas de ça du... Oui, mais la question ne porte que sur le RN. Donc, non, mais je me permets... Non, je pense que la question qu'il vous a posée avant, du rapporteur, c'était de dire, il y a un cadre... la loi de 86, le rapporteur a cité la loi de 86 sur l'indépendance, l'impartialité qui encadre l'audiovisuel public. Twitch, c'est autre chose, c'est un réseau social où là, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'impartialité. Et je crois que la question du rapporteur, je me permets de la reposer, c'est de dire comment on concilie d'un côté les exigences sur l'audiovisuel public où là, il y a l'impartialité, l'indépendance, l'honnêteté de l'information, c'est la loi de 86, et de l'autre, Twitch, où là, on fait ce qu'on veut. Par exemple, sur Twitch, il y a une liberté totale. C'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information. Et donc, je crois que c'était... Comment on concilie les deux? Alors, je réponds très clairement. Je les concilie d'autant plus facilement que je m'abstiens à la même rigueur. C'est-à-dire que le journaliste que j'ai été, notamment pour le service public, c'est le même sur Twitch. Alors, évidemment, l'expression est un peu différente parce qu'elle est totalement libre. On aime troller, on aime rigoler. Mais moi, ce matin, pendant des heures, j'ai parlé de l'Ukraine, de l'Iran, avec les étudiants qui commencent à se soulever de nouveau, avec un courage incroyable, au vu de la répression qui s'est passée. Enfin, donc, je n'ai pas changé, si vous voulez. Et je reviens sur le RN, puisque la question ciblait quand même beaucoup ce parti. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que ce parti est important à vos yeux. Dans mes journaux sur France 3, pour contextualiser, puisqu'il y a des Français qui nous regardent, vous faites partie d'un parti qui s'appelle l'UDR, qui est allié au RN. Donc à un moment, il faut contextualiser. Moi aussi, je peux contextualiser. Donc je réponds à votre question. Quand j'étais présentateur sur France Info, sur France 3, dans mes journaux, le FN puis le RN étaient qualifiés de parti d'extrême droite, comme c'est le cas dans beaucoup de médias, comme c'est le cas pour le Conseil d'État, comme c'est le cas pour le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas de beaucoup de responsabilités de droite. À aucun moment, vous m'avez interpellé, ou quiconque, pour dire que j'étais un journaliste militant à l'époque. Pourquoi le serais-je aussi? À moins que vous ayez d'autres propos à me reprocher, mais dans ce cas-là, il faut les citer. Je vois que vous appréciez revenir toujours au même sujet politique et partisan. Mon point était assez clair. Comment, en étant une figure qui incarne le service public, on peut se permettre de prendre des positions politiques et partisanes assez personnelles, même sur une chaîne Twitch. Donc je vais changer de sujet. Est-ce que votre chaîne Twitch a eu d'une quelconque façon une collaboration ou un partenariat ou un contrat avec France Télévisions, même au démarrage de cette chaîne-là? Est-ce que c'était une chaîne 100% privée ou est-ce que vous avez eu un contrat avec France Télévisions, et auquel cas vous conviendrez que la mission de neutralité dévolue était plus importante que celle que vous n'assumez pas aujourd'hui, parce que vous avez nombre de commentaires politiques et partisans qui peuvent relever d'une appréciation personnelle, qui ne sont pas soumises d'ailleurs à la loi. Mais qu'il va falloir citer, monsieur le rapporteur, parce que vous parlez de rapports militants, de propos militants. À un moment, je vais vous demander de les citer. Même si, comme tout citoyen, d'ailleurs, j'ai effectivement des convictions, et quand parfois je les évoque sur des sujets nationaux ou internationaux, je dis toujours à ma communauté, ça n'engage que moi et ça ne vaut pas grand-chose. Pour répondre à votre question, oui, j'ai eu un contrat au début de ma chaîne Twitch, où France Télévisions est apparu comme un sponsor, j'ai les chiffres si vous le souhaitez, sur une émission qui s'appelait l'Hebdo Etienne, parce que tous mes noms d'émissions sont des jeux de mots assez hasardeux avec mon nom de famille. Donc le vendredi soir, où 4 invités, je mélangeais des journalistes traditionnels et des créateurs de contenu, venaient débattre de l'actualité. Et sur un certain nombre de numéros que je peux vous donner si vous voulez, pour un prix que je peux vous donner si vous le souhaitez aussi, France Télévisions a été, on va dire, le sponsor de cette émission. C'était pour eux une façon d'explorer Twitch. Vous savez que l'un des défis des médias traditionnels, c'est de comprendre comment fonctionne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, pour s'y projeter, parce qu'ils ont bien compris que les publics étaient en train de s'y déplacer. Donc France Télévisions m'a demandé si je pouvais être un petit peu leur explorateur. Je les ai beaucoup conseillés pro bono,
sur beaucoup de leurs projets sur Twitch. J'ai présenté certains lives sur la chaîne Twitch de France Télévisions pendant la crise sanitaire, lors de la dernière présidentielle aussi, des débats politiques, enfin des interviews politiques, sur leur chaîne Twitch pro bono. C'était une façon de leur envoyer l'ascenseur parce qu'ils nous laissaient une certaine liberté, c'est d'avoir créé ma chaîne. C'était un peu le deal, si vous voulez, monsieur le rapporteur, c'est-à-dire qu'ils m'avaient autorisé à créer cette chaîne Twitch parce que j'ai demandé l'autorisation de le faire. On ne fait pas n'importe quoi quand on est salarié. Ils m'avaient donné cette autorisation, mais en me disant bien, si tu pouvais nous accompagner parallèlement sur nos propres projets et développement numérique, voilà, et ce que j'ai fait. Et puis effectivement, ça s'est caractérisé notamment par cet accompagnement pendant 32 émissions de mémoire. Mais je peux vous le préciser, pour un budget que je peux vous préciser, qui visait à mettre en avant la marque France Télévisions sur Twitch via ce sponsoring. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous les donner. Donc on est d'accord que ce n'est pas une chaîne privée et personnelle, ça a été mandaté par France Télévisions, il y a eu un contrat sur cette chaîne Twitch. France Télévisions vous a demandé, et d'un commun accord, vous l'avez fait avec eux, ce qui légitime d'autant plus les questions que je vous pose sur ces ruptures vis-à-vis d'obligations de neutralité. Pour être parfaitement clair, l'année où vous avez créé cette chaîne Twitch, ça a été une demande coordonnée de France Télévisions pour mettre en avant aussi leur marque. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être les conditions contractuelles? Est-ce que ça a été une demande de France Télévisions? Est-ce que France Télévisions produisait cette émission sur Twitch? Est-ce que vous avez été rémunéré? Parce que c'est aussi cette chaîne qui a eu une grande notoriété assez rapidement. Quel a été le rôle de France Télévisions sur cette chaîne? En fait, je crois que je n'ai pas été assez clair. Au moment où je découvre l'univers Twitch et l'outil, je décide de créer ma chaîne. Parce que je trouve ça fascinant de pouvoir permettre aux citoyens d'interpeller le présentateur, l'émetteur d'informations ou de divertissement. C'est-à-dire que moi, pendant 30 ans, j'ai fait du vertical. J'ai parlé des spectateurs et des auditeurs qui ne pouvaient pas m'interpeller. Alors oui, de temps en temps, une lettre, un mail, un téléphone sonne à la radio, mais globalement, le citoyen est absent, quoi. Et donc, on raconte nos trucs, un peu comme on veut, et les citoyens ne réagissent pas. Subitement, quand vous proposez du contenu, le citoyen, le viewer, lui, il interpelle, il pose des questions. Parfois, il vous maltraite. Moi, sur ma chaîne, justement, M. Allon, pour revenir à ce que vous parliez tout à l'heure de propos militants, sur ma chaîne, et ça m'est reproché, il y a des gens de toute obédience, il y a des gens de toute sensibilité, il y a des gens très à gauche, il y a des gens qui se revendiquent électeurs du RN. Et c'est un espace un peu particulier où je donne la parole à tous et je dis on peut ne pas être d'accord, mais on peut réussir à en parler ensemble. Je crois que la question, c'était le lien avec France Télévisions. Je donne le contexte. Pardon, monsieur le rapporteur, je réponds à votre question. Donc, je crée ma chaîne avec je demande l'autorisation à France Télévisions parce que c'est normal, je suis salarié. Cette autorisation m'est donnée. Et dans le même temps, on dit OK, on te laisse explorer cet univers qui par ailleurs nous intéresse beaucoup. Voilà, mais tu vas nous aider de temps en temps, tu vas nous renvoyer l'ascenseur en nous accompagnant sur nos propres programmes sur Twitch. Et effectivement, je vais animer toute une série de lives pro bono, gratuitement, dans le cadre de ce deal amical, quoi. Et puis à un moment, moi, un créateur de contenu, tous les streamers, les youtubeurs vont vous l'expliquer, ils ont besoin de moyens financiers pour produire leurs émissions. Et c'est là où ils se rapprochent de marques, de sponsors, comme il peut y avoir de la publicité à la télévision, par exemple, pour avoir les moyens. Et à un moment, France Télévisions, dans une autre discussion, parce que je leur ai proposé, m'a apporté un budget pour m'accompagner sur 32 émissions de l'Hebdo Étienne. C'est un deal de sponsoring. Et ça pourrait être, ça aurait pu être Bonduel, Renault ou... Voilà. L'idée, c'était de mettre la marque France Télévisions en avant. Il y avait un logo. À chaque fois que j'annonçais les invités, le logo était présent sur les visuels. Après, l'émission partait sur YouTube de la même façon. Il y avait des remerciements à France Télévisions. Bien comprendre, juste, vous étiez salarié de France Télévisions et en même temps, ils sponsorisaient vos émissions sur Twitch, juste pour bien comprendre. Oui, bien sûr. Donc il y a un lien évident. Pardon, monsieur le rapporteur. Donc vous convenez, parce qu'on partait d'une initiative personnelle qui vous laissait plus d'indépendance parce que vous n'étiez plus salarié de France Télévisions, un lien évident entre votre chaîne Twitch et France Télévisions qui a sponsorisé des contenus, qui vous en a fait la demande, vous avez rendu l'ascenseur. Donc il y a eu un lien en tout cas aux prémices entre votre chaîne Twitch, où vous êtes quand même assez indépendant, et France Télévisions. Comme avec tous les sponsors qui sponsorisent ma chaîne. Et vous étiez salarié à plein temps de France Télévisions? Oui. Vous comprenez, nous, une commission d'enquête, on n'est pas là, c'est pas votre procès, mais on est là pour essayer de comprendre avec le rapporteur des manquements et des dysfonctionnements. Mais je suis tout à fait transparent avec ça. Voilà. Et est-ce que le problème, c'est que un groupe audiovisuel, aujourd'hui, les médias traditionnels, notamment les télévisions et les radios, ne comprennent pas ces univers et ont mobilisé beaucoup de moyens
de temps et d'argent pour investir ces univers. Pour l'instant, la réussite est assez moyenne. Et donc, l'idée, c'était que, comme moi, j'explorais Twitch et j'ai eu la chance avec un certain succès, c'était de leur permettre d'explorer à travers moi cet univers. C'était le sens de ce partenariat. Oui, vous étiez salarié à plein temps. Il pouvait très bien, dans votre contrat de travail, vous dire, Monsieur Etienne, vous êtes salarié à plein temps de France Télévisions, on souhaite que vous consacriez 50% de votre contrat de travail Ils auraient pu, à explorer Twitch. Ouais, j'aurais adoré cette proposition. Ouais. Ouais. J'aurais adoré qu'on me propose d'accompagner France Télévisions en tant que salarié. Ça aurait été une aventure formidable. Elle ne m'a pas été proposée. J'ai fait beaucoup de propositions à France Télévisions pour développer leur propre chaîne Twitch. J'ai devisé des émissions, j'ai fait des projets, aucun n'a été retenu. Et c'est aussi comme ça, progressivement, que j'ai fini par, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis. Mais j'ai fait énormément de propositions à France Télévisions pour effectivement œuvrer en ce sens. Oui. Et on vous pose des questions, non pas pour vous mettre en difficulté. On va rééditionner Madame Ernotte. On a besoin de comprendre. Je reviens juste sur une seconde sur votre contrat de travail, votre licenciement, et ensuite le fait que vous continuiez à travailler. Vous savez que dans le droit, et peut-être que le rapporteur ou moi-même feront des articles 40, ça peut être requalifié comme un licenciement abusif. C'est pour ça que ce n'est pas de votre fait, puisque c'est France Télévisions, mais le fait que vous nous indiquiez aujourd'hui que vous étiez salarié de France Télévisions pour présenter une émission, vous avez été licencié ou que vous avez eu une rupture conventionnelle, qu'ensuite vous travaillez pour la même émission dans une société de production, ça peut être considéré comme une prête de main-d'œuvre illicite, voire même comme du salariat déguisé. Donc c'est des choses graves qui peuvent donner lieu, le cas échéant, de ma part ou du rapporteur, à un article 40. C'est pour ça que, et encore une fois, c'est pas vous qui avez fait ça, c'est ce que France Télévisions vous a proposé. Donc c'est pour ça que nous, on découvre ça dans cette commission d'enquête, et c'est pour ça qu'on va au bout des questions. Hein. Et encore une fois, c'est pas votre décision, j'imagine, d'avoir été licencié, et ensuite d'avoir été salarié d'une société de production. Mais il se trouve que dans le droit français, ce que vous nous avez indiqué peut s'apparenter à un prêt de main-d'œuvre illicite, à un licenciement abusif, voire même un salariat déguisé. C'est des faits pénaux. C'est des délits pénaux. Pas pour vous, mais pour... Je l'entends. Au début de cette commission, je vous ai promis de vous dire tout la plus grande sincérité. Je vous décris effectivement mes relations avec le groupe France Télévisions tels qu'ils ont pu se passer. Ouais. Je vous remercie de votre transparence et je laisse la parole au rapporteur. Donc vous voyez qu'il y a une légitimité aux questions qu'on pose, quel que soit votre propos liminaire et les critiques que vous adressez à cette commission d'enquête. Je pense que nul n'est au-dessus de la loi et les questions qu'une commission d'enquête pose sont légitimes et ne méritent pas d'être attaquées, encore plus vis-à-vis de personnes qui viennent rendre des comptes parce que aussi dépositaires de missions du service public. Bon, vous expliquez que les propos que vous tenez sur votre chaîne Twitch n'ont pas grand-chose à voir avec des missions de service public et des obligations de neutralité. Je pense qu'on a vu les liens qui liaient, pardon pour la tautologie, votre chaîne Twitch et France Télévisions. Dernière question sur cette exigence de neutralité et de pluralisme. Vous expliquez donc dans votre émission sur les chaînes Twitch, le RN pour X raisons est un parti d'extrême droite. Voilà, vous avez la moitié des Français en gros qui sont d'accord, 44% que c'est un parti xénophobe et 40% qui pensent l'inverse. Bon, vous avez oublié de citer dans ce sondage Verian, parce que vous expliquez aussi que cette commission d'enquête est assez partiale, qu'elle ne cite que certaines partie de sujets, mais pas l'intégralité. Mais dans ce même sondage, on voit que 42% des Français sont en accord avec les idées du RN. Il y a une hausse de 13 points en 2 ans. C'est énorme, 13 points en 2 ans. Il y a 70% des Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la démocratie, 56% qui considèrent que Emmanuel Macron est un danger pour la démocratie. Au contraire, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas des dangers pour la démocratie. C'est un cas très précis. Vous critiquez notre partialité sur l'exposition des faits. Pourquoi, lorsque vous citez le sondage Verian du Monde et vous expliquez que en fait, le RN représente une menace, pourquoi ne pas dire que pour les Français, 70% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est une menace? Pourquoi ne pas faire preuve, dans une revue de presse qui dure 3 heures, d'une totale exhaustivité, alors que vous nous reprochez à nous, membres de la commission d'enquête, de ne pas être exhaustifs dans les faits qu'on rapporte? Voilà, c'est juste aussi sur cette approche entre militantisme et journalisme que j'aimerais interroger. Je ne suis pas sûr que tous les membres de la commission se retrouvent dans le « nous ». Dans mon propos liminaire, je ne visais pas la commission quand parfois il me semblait qu'étaient mis en avant sur les réseaux sociaux, pour reprendre mon raisonnement, des petites capsules, je ne sais pas si c'était fait en direct aujourd'hui, sur Twitter, sur X, Instagram ou TikTok,
Donc là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu, mais peu importe. Je pense que vous n'avez pas écouté mes lives et mes revues de presse. Je ne suis pas aveugle, je constate élection après élection la progression du vote RN en France, et moi je ne confonds pas ce parti avec ses électeurs. Et moi j'aimerais que vous me citiez les propos militants que vous évoquez. Depuis tout à l'heure, le seul propos militant que finalement vous avez mis dans ma bouche, c'est celui de rappeler, comme le ministère de l'Intérieur, comme le Conseil d'État, le fait qu'aujourd'hui, le RN est considéré comme un parti d'extrême droite. Si vous estimez que c'est un propos militant, cela, c'est votre position. Je l'entends, hein. C'est des échanges que nous avons au quotidien sur ma chaîne sur ces sujets. Je n'estime pas que c'est un propos militant. D'ailleurs, beaucoup de citoyens qui portent cette sensibilité, qui proches de ce parti, sont dans mes lives, sont sur ma chaîne pour échanger sur mes sujets, parce qu'ils estiment justement que je ne suis pas militant, que j'ai évidemment des convictions que je ne cache pas, parfois sur des sujets, mais que ce qui est important, c'est la discussion. Donc, monsieur le rapporteur, je vous demande de citer ces propos militants que vous évoquez, et je vous invite à écouter mes lives, et vous verrez que c'est un endroit très ouvert à discussion et à toutes les sensibilités. Ce n'est pas une chaîne militante. Le rapporteur rebondit, après, serait bien qu'on avance, que je précise que votre chaîne Twitch n'est pas dans le périmètre de la commission d'enquête, puisque c'est pas dans le cadre du duel public. De ce fait, mais, il y a un contrat avec France oui, Télévisions. mais de ce fait, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'au début, vous nous expliquiez que c'était une chaîne totalement indépendante de France Télévisions. À mesure des questions, on a appris qu'en fait, il y avait une sorte de contractualisation avec France Télévisions sur cette chaîne Twitch, qui est un élément intéressant, avec des sponsorisations, notamment une monétisation grâce à France Télévisions et à l'argent public. Ouais, si le rapporteur a raison, ils sont toujours partenaires aujourd'hui ? Non, je vais vous donner, pour être précis, les deux contrats de sponsoring de France Télévisions sur ma chaîne Twitch. Le premier contrat allait de janvier 2023 à juin 2023 et le deuxième de septembre à décembre 2023. D'accord. 32 émissions, je peux vous donner les budgets, c'est des budgets très réduits. Aujourd'hui, ils ne sont plus partenaires ? Non. C'est un sponsor, comme j'en ai beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce qui pose une question beaucoup intéressante, mais ce n'est pas le sujet de la commission, c'est comment garder son indépendance quand on accepte du sponsoring sur une chaîne, notamment qui parle d'information. C'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas le sujet de la commission. Et pour vous répondre, monsieur Etienne, je ne crois pas que des propos tels que, vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du Rassemblement national, ou encore le Rassemblement national ou le Front national est un parti qui met le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme. Je ne crois pas que ce soit des propos journalistiques, objectifs et qui respectent des obligations de neutralité. Voilà, ça reste un. Mais parce que vous me demandiez de citer un certain nombre de propos qui pourraient s'éloigner d'une obligation de journalisme, c'est les propos que je vous cite, que vous avez tenus, mais on va s'éloigner de ce sujet, à moins que vous vouliez rebondir peut-être là-dessus, parce que j'ai l'impression que vous vouliez. Non, puis on a aussi Monsieur Clément avec nous, donc on va peut-être aussi auditionner Monsieur. Je peux aller boire un café si vous voulez. Hein, non, mais si on vous a fait venir tous les deux, c'est aussi pour vous auditionner tous les deux. Et je pense que le rapporteur a aussi des questions pour vous, Monsieur Clément. Mais je redis, Monsieur Ten, je pense que si on insiste, c'est parce que vous étiez salarié de l'audiovisuel public, et nous on essaye de comprendre les règles qui s'appliquent aux salariés de l'audiovisuel public, qui ont par ailleurs des chaînes individuelles. C'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information, même si vous nous expliquez que vous avez la même déontologie, la même éthique. Il se trouve que c'est pas exactement les mêmes règles en termes de pluralisme, d'impartialité. Nous, on essaie de comprendre effectivement la manière dont France Télévisions encadre ses salariés en CDI à plein temps, qui par ailleurs peuvent avoir des chaînes dont on apprend qu'ils sont des sponsors. Vous nous l'indiquez. Ça peut poser question, hein, pardon. Voilà, ça peut interpeller, je ne qualifie pas, je ne porte pas de jugement, ça peut interpeller. On apprend qu'ils vous licencient et que vous continuez ensuite d'être salarié d'une société de production avec laquelle ils sont partenaires. C'est tout ça qu'on essaye de mieux comprendre pour le moment venu aussi faire des propositions très concrètes de réformes, de mesures pour essayer aussi d'encadrer ça. C'est le rôle du législateur, le cas échéant. Et puis Delphine Ernotte nous l'a dit assez régulièrement que c'était le rôle aussi des législateurs d'encadrer tout ça. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez perçu des indemnités de licenciement de la part de France Télévisions ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que, donc, à l'issue de ces 2 ans de négociations pour arriver à la rupture conventionnelle. Donc, pardon, c'est pas quelque chose de très agréable d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que les mots ne sont pas très, très inscrits dans ma mémoire. Donc, m'ont été versés le minimum lié à mon ancienneté et le paiement des congés payés, CET et salaire en retard. Voilà, donc c'était en. Vous voulez que je vous donne la date précise de la rupture conventionnel ? Vas-y. Si vous pouvez nous donner la date et le montant des indemnités de licenciement. Je l'ai pas.
depuis octobre que je demande ces documents. Bon, on vous demandera Mars 2025. mars 2025. Voilà. Donc je peux effectivement vous transmettre ce document par écrit si vous le souhaitez. Je peux vous l'envoyer. Mais par contre, ce que je peux vous assurer sous serment, c'est effectivement que ça recouvre les indemnités minimales légales liées à mon ancienneté, donc 17 ans France Télévisions. Et puis voilà. Et votre avocat vous a pas indiqué qu'il y avait un risque de... J'imagine que vous aviez un avocat. Oui, un conseil qui m'a accompagné. Un conseil, il vous a pas indiqué qu'il y avait potentiellement un risque en continuant d'animer la même émission, et cette fois-ci en tant que prestataire d'une société de production de France Télévisions. Sur le montage, il n'y a pas eu d'alerte sur le fait que vous pouviez être requalifié comme salarié de France Télévisions. C'est pas un sujet qui a été évoqué. D'accord, non mais c'est... Okay. C'est pas un sujet qui a été évoqué. C'est-à-dire qu'il y a, dans le départ, il n'y a pas, ni à l'oral ni à l'écrit, cette promesse que France Télévisions, via Fremantle, allait continuer à m'employer. Ah oui, non, c'est pas la promesse qui peut engendrer la requalification, c'est l'état de fait après. Non, c'est pas un sujet qui m'a été remonté. Non. Okay. Monsieur le rapporteur. Donc, dernière question sur le sujet, mais monsieur Samuel Etienne, donc, vous animiez Question pour un champion en tant que salarié de France Télévisions. Vous êtes licencié de France Télévisions et vous négociez avec eux, vous percevez des indemnités de licenciement. Vous refusez aujourd'hui de nous communiquer le montant des indemnités de licenciement. Et quelques mois après, vous continuez à animer Question pour un champion, mais sous un autre format contractuel, via une société de production. Cela, d'un point de vue déontologique, en ayant perçu des indemnités de licenciement qui sont probablement de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne vous pose aucun problème, déontologiquement. Je ne comprends pas la question. France Télévisions m'a demandé de sortir du groupe. Oh oui, non, mais... J'ai fini par accepter contre mon gré. Et puis, à l'issue de cette sortie du groupe, Fremantle m'a proposé de continuer à animer l'émission. Le rapporteur de la question, là, c'est France Télévisions. S'il y a eu un délit, j'en sais rien, mais enfin, si effectivement ce licenciement peut être qualifié, il faudra qu'on s'en explique avec votre employeur. En l'occurrence, vous avez été licencié, donc je pense que... Je crois que je suis transparent par rapport à la manière dont je pense que le rapporteur en conviendra. Mais je ne refuse pas de vous transmettre le montant. Moi, j'ai demandé à vos équipes qui m'avaient parlé d'un questionnaire à plusieurs reprises que le questionnaire me soit envoyé. Et j'aurais été prêt, par exemple, à envoyer ces documents. Ce questionnaire ne m'a jamais été envoyé. Hugo, Clément, je ne sais pas si vous avez reçu le questionnaire. Il m'a été promis par 2 fois, je ne l'ai jamais reçu. J'aurais été ravi de vous envoyer ces pièces et je peux vous les envoyer sans souci. On les demandera et puis on interrogera France Télévisions sur... effectivement, c'est eux qui vous ont proposé ce montage. Donc vous avez, j'allais dire, vous nous en faites aujourd'hui la transparence et je vous en remercie très sincèrement. Et maintenant, c'est à votre employeur, votre ancien employeur, pardon, le cas échéant, de s'expliquer de ce montage qui vous a été proposé. Bon, même si sur le montant, vous ne voulez pas répondre à la question, mais c'est probablement des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros. D'un point de vue déontologique, vous continuez à présenter Question pour un champion, pourtant vous bénéficiez entre-temps d'indemnités de licenciement payées par le contribuable. D'un point de vue déontologique, Monsieur le Président, si vous voulez éviter d'un point de vue déontologique, ça ne vous pose pas de problème. Vous ne vous dites pas, même en ayant perçu ces indemnités de licenciement, ma situation est la même vis-à-vis de France Télévisions, je vais les rembourser, ou ça n'aurait pas dû avoir lieu. Comment vous le percevez d'un point de vue déontologique, si vous ne voulez pas nous révéler les montants d'indemnités de licenciement que vous avez perçus? Pour avancer, monsieur le rapporteur, monsieur Etienne, oui, mais monsieur Etienne nous a indiqué qu'il aurait préféré rester salarié de France Télévisions. Non, mais c'est une réponse importante qu'il faut qu'on entende. C'est mieux d'être pas salarié. Peut-être. Est-ce que... Alors, reformuler... Alors, je veux qu'on fasse très attention parce qu'effectivement, derrière, tout ça va être repris, peut être déformé, instrumentalisé. Je dis encore une fois que sur ce que vous nous révélez, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et avec le rapporteur, comptez sur nous pour faire la lumière, la transparence avec France Télévisions, pour comprendre comment tout ce montage est possible. CDI à plein temps, enfin, je ne vais pas répéter, mais... Voilà, je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent en termes déontologiques, mais je pense que c'est votre employeur. Est-ce que vous nous confirmez que vous auriez préféré, vous, rester salarié de France Télévisions et d'animer Question pour un champion comme salarié? Comme ça, le rapporteur entendra la... Oui, bien sûr, j'ai des mails en ce sens écrits à France Télévisions qui, très clairement, depuis le début, ne comprend pas qu'on me propose de sortir du groupe. Puisque, pour être encore plus précis, au moment où on me propose cela, donc je suis à la fois le présentateur... Enfin, j'ai été présentateur de la matinale de France Info en même temps Question pour un champion, mais avant d'accepter la matinale de France Info que j'ai animée pendant 6 ans, j'étais en CDI à France Télévisions pour le seul Question pour un champion. Et donc, j'ai arrêté la matinale de France Info parce qu'au bout de 6 ans de matinale, j'ai souhaité arrêter pour des raisons de fatigue. Et donc, je suis revenu à ma situation antérieure qui était de salarié CDI, France Télévisions, Question pour un champion. Je propose qu'on avance. Je crois que le rapporteur a des questions pour vous, monsieur Hugo Clément. Merci, monsieur Etienne. Merci, monsieur Etienne. Effectivement, monsieur Clément, merci pour votre patience
J'ai bien des questions à vous poser. Je sais qu'à un moment, le président donnera aussi la parole aux autres députés. On a auditionné Monsieur Ngacha, qui, vous le savez, est directeur des unités de programme à la direction des antennes et des programmes de France Télévisions. Il a déclaré lors de son audition, c'était le 11 février dernier, au sujet du choix de la société pour produire l'émission Urgence Océan à Nice le 10 juin 2025, je le cite. Nous avons choisi Winter Production parce qu'il se trouve que c'est une boîte de production dans laquelle travaille Hugo Clément et que Hugo Clément est un référent en matière d'environnement. Fin de la citation. En substance, M. Ngacha nous indique qu'il vous a choisi pour produire cette émission parce que les dirigeants de France Télévisions vous ont référencé. Quelles sont vos relations avec France Télévisions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça nous intéressera sur les processus d'attribution d'un contrat. Comment s'est passée l'attribution du contrat, notamment pour cette émission spécifique, s'il vous plaît? Alors déjà, c'est pas la première émission que je présentais avec Léa Salamé, puisqu'on avait déjà présenté 2 primes précédemment consacrées aux questions environnementales que nous ne produisions pas, qui étaient produites par d'autres sociétés. Là, il se trouve que les océans, c'est vraiment ma spécialité en tant que journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Il s'agissait d'un sommet très important à Nice sur l'avenir des océans. Donc effectivement, ça faisait sens que ce soit notre société qui produise ce documentaire, puisque on a non seulement une énorme banque d'images sur les questions environnementales et sur les questions liées à l'océan. On a tourné des centaines et des centaines d'heures de rush au cours des années sur la question des océans. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des tournages qui sont extrêmement compliqués, extrêmement délicats, extrêmement coûteux du point de vue financier, les tournages qui concernent les océans, notamment les tournages sous-marins. Donc on avait déjà beaucoup d'images à disposition, ce qui a dû aussi jouer, j'imagine, dans le choix de France Télévisions de nous confier ce contrat. Mais je tiens quand même à vous dire que, comme toutes les sociétés privées qui travaillent en faisant des contenus pour l'audiovisuel public, mais c'est le cas pour toutes les sociétés privées qui travaillent à un moment ou à un autre pour la commande publique ou pour l'État, ce n'est pas nous qui décidons si nous remportons ou pas les contrats. J'aimerais bien que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On propose énormément de projets chaque année à France Télévisions, mais aussi à nos clients privés. La plupart ne voient pas le jour. Ça, c'est quand même important de le dire. Beaucoup de projets sont développés par nous, sont proposés aux chaînes et ne sont jamais mis à l'antenne. Donc, c'est pour ça que les sociétés privées ont cette capacité de création, parce que nous pouvons investir sur des projets, nous pouvons proposer des idées en acceptant le risque, y compris le risque financier, que ces idées ne soient jamais mises à l'antenne. Sur cette question des océans, honnêtement, nous étions légitimes pour faire cette émission. Et d'ailleurs, l'émission a été un succès, à la fois sur le fond et sur la forme. On a quand même reçu le président de la République pendant plus de 2 heures pour parler uniquement des océans, de la question de la préservation des océans. C'était une première, ça s'était jamais fait dans l'histoire de la télé, qu'un président de la République s'exprime en prime time entièrement sur le sujet de l'environnement. Donc c'est une émission dont on est très fiers et qu'on était tout à fait légitime pour produire. Merci pour votre réponse. Une autre question, notamment sur le statut des journalistes qui présentent et qui animent certaines émissions. Et je voudrais avoir votre regard. Donc, on connaît votre carrière, le président l'a rappelé. Vous avez été sur Canal+, sur TMC. À l'époque, vos obligations s'arrêtaient à la loi Léotard de 1986, au principe aussi de la charte de Munich, un texte de 1971 qui fixe les obligations déontologiques des journalistes. Aujourd'hui, vous produisez, vous animez aussi des émissions du service public. Vous bénéficiez aussi d'une chronique sur Radio France. Vous animez plus cette chronique en toute subjectivité, vous l'animez plus? Non, c'est fini, monsieur le rapporteur, depuis juin dernier. Je l'ai fait pendant 3 ans et c'est plus le cas aujourd'hui. Merci. D'accord. Donc sur Radio France, vous étiez encore journaliste jusqu'en juin dernier. Sur France Télévisions, vous avez encore plusieurs émissions comme animateur et comme producteur. Quand on va, alors je ne dis pas du tout que c'est une référence, hein, page Wikipédia, honnêtement, il y a beaucoup de choses fausses qui peuvent être écrites, donc je ne vais pas vous accabler pour votre page Wikipédia, mais vous êtes présenté sur cette page Wikipédia comme un militant. Comment est-ce que vous conciliez à la fois votre exigence professionnelle d'information, votre stature de journaliste, que je ne vous enlève pas, et en même temps, peut-être cette connotation de militantisme qui peut apparaître même sur votre page Wikipédia. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça quand on est perçu comme un journaliste encore plus du service public de l'audiovisuel ?
Écoutez, on le concilie en ne s'en préoccupant pas, parce que malheureusement, on ne maîtrise pas les cases dans lesquelles les personnes vous mettent. On me qualifie, vous l'avez dit en introduction, parfois d'un côté de l'échiquier politique, parfois à l'autre extrême, parfois au milieu. On me prête mille et une intentions. Je vous avoue que j'y fais pas très attention. C'est pas important pour moi ce que certains peuvent de la manière dont certains peuvent me qualifier. Moi, je fais mon travail. Je me concentre sur la production des émissions, l'enquête journalistique, le développement de ma société aussi, puisque je suis journaliste certes, mais je suis aussi entrepreneur aujourd'hui. On est avec Winter Productions une société avec une 60aine de salariés permanents et on en est très fiers. On fait entre 200 et 300 fiches de paye par mois si on prend en compte les intermittents. Donc on participe à l'économie de ce pays, on crée de la valeur, on crée des formats avec les équipes qui sont, à mon sens, des formats qualitatifs. Donc je vous avoue que les cases dans lesquelles on peut me mettre, que ce soit militant, que ce soit tel mot ou tel mot, m'importe peu et j'essaye de pas trop m'en préoccuper. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le travail journalistique qu'on fait, c'est un travail factuel, comme je le disais en introduction, basé sur des faits. Et si certains ont des choses à nous reprocher sur le fond, je suis prêt à y répondre, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu à nous dédire sur ce que nous avons dit sur le fond des émissions. Il y a une araignée qui me monte dessus. Mais comme je suis un défenseur des animaux, je ne la tuerai pas. La mettez pas dans le gobelet non plus. Merci, monsieur Clément. J'ai pu voir que dans un certain nombre d'émissions et de prises de position, vous dénonciez régulièrement l'élevage intensif de poulets. Le 14 avril 2019, vous travailliez alors pour Combini. Vous avez passé la nuit dans un poulailler géant. Vous en avez d'ailleurs fait un reportage contre l'élevage intensif. En février 2024, vous avez exposé avec Nagui des cadavres de poulets sur l'esplanade du Trocadéro à Paris pour dénoncer les pratiques d'élevage intensif. Le 19 juin 2024, sur France Inter, vous utilisez votre chronique en pleine campagne des élections législatives, et c'est votre droit, pour dénoncer un décret passé pour simplifier la construction de poulaillers. Je pense qu'ici, personne ne niera l'importance de maintenir des conditions d'élevage de qualité, aussi bien pour des questions de bien-être animal que pour la qualité aussi des produits qui nourrissent les Français. Personne ne le nie. Je pense que même les agriculteurs, quand on les interroge sur le sujet, seront d'accord avec nous sur le sujet. Par contre, je pense que vous en conviendrez, ces exigences doivent être conciliées avec un certain nombre de réalités économiques, celles du monde agricole et aussi celles des consommateurs. Et on a pu voir, on a pu découvrir, c'était le 15 janvier dernier, un article de La Tribune qui expliquait, c'était son titre, « Pénurie d'œufs, pourquoi les rayons des supermarchés sont souvent vides ». On apprend notamment que la France a besoin d'1 million de poules en plus chaque année, ce qui nécessite de construire 300 poulaillers d'ici 2030. On voit que notre pays demeure très en retard aussi du fait de la grande sensibilité à ces sujets-là. Est-ce que, par votre mise en lumière de ces sujets, par une forme peut-être d'activisme militant et écologiste, vous n'avez pas l'impression de tirer une forme de responsabilité sur cette pénurie qui est en train de se découvrir à l'échelle nationale? Est-ce que je suis responsable de la pénurie d'œufs en France? Non, plus sérieusement, pour répondre sur le fond de la question, je pense que si vous veniez avec moi, monsieur le rapporteur, dans un élevage intensif, vous tiendrez exactement la même position que celle que je tiens, à savoir que ce n'est pas acceptable et supportable d'élever des animaux dans ces conditions-là. Moi, vous savez, je suis un défenseur de l'agriculture traditionnelle et de la paysannerie française. On a fait notamment des émissions dans Sur le Front sur la question du fromage et du terroir, et je reviendrai à la question des poulets, j'y répondrai, mais pour expliquer comment les races, notamment de vaches hollandaises et américaines, viennent progressivement remplacer nos races traditionnelles françaises, nos modes de production traditionnels français qui disparaissent face au rouleau compresseur de l'agriculture industrielle qui détruit à la fois la nature, qui maltraite les animaux, mais qui détruit aussi les paysans. Et les paysans aujourd'hui, c'est les premières victimes de ce système industriel parce qu'il y a des dizaines d'intermédiaires qui se servent sur leur dos, de la grande distribution aux coopératives, aux fabricants d'engrais, etc. Et que tout le monde gagne de l'argent sur l'agriculture, sauf les agriculteurs. Et c'est ça qu'on met en lumière dans nos émissions. Et si c'est être militant que de dire que l'élevage intensif n'apporte ni produits qualitatifs, ni rémunération pour les agriculteurs, ni respect de l'environnement, alors oui, on peut me qualifier de militant sur cette question, mais je pense que c'est simplement
la position de quelqu'un qui est allé dans ces élevages, qui est allé voir le sujet que vous parlez sur les poulets. C'était un sujet d'élevage, un élevage industriel destiné à McDonald's. C'était des poulets qui étaient destinés à McDonald's. Entre 21 et 22 poulets par mètre carré. Ça fait un poulet par feuille à 4. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une feuille à 4 par poulet. C'est une race de poulet qui a été modifiée de génération en génération pour produire toujours plus de viande en un temps toujours plus court. Ce qui provoque chez ces poulets des problèmes de croissance au niveau des pattes. Donc ils sont handicapés, ils sont incapables de marcher au bout de quelques temps et ils sont abattus avant 40 jours. Oui, je regrette l'élevage traditionnel de poulets fermiers français. Oui, je le regrette. Oui, je trouve que les banques et les grosses institutions qui encouragent les paysans à s'endetter toujours plus pour des élevages toujours plus gros, qui leur dégagent toujours moins d'argent, oui, je pense que c'est une politique criminelle pour le monde paysan. Et je suis fier de défendre les agriculteurs artisanaux, les agriculteurs bio, qui proposent une autre manière de faire des œufs. Alors pour vous répondre sur la pénurie des œufs, on n'est pas obligé de faire des élevages intensifs pour produire des œufs. Il y a plein d'autres modes de production qui fonctionnent très bien. Le seul problème aujourd'hui, c'est les subventions publiques qui, à travers la politique agricole commune, sont majoritairement dirigées vers les grosses exploitations. Plus c'est gros, plus c'est subventionné, et pas vers les éleveurs et les paysans qui essayent de faire les choses bien. Et c'est ça qu'on met en lumière dans nos émissions. On donne la parole à ces paysans qu'on entend trop peu, qu'on entend en tout cas beaucoup moins que certains représentants du monde industriel. Et je me tiendrai toujours à côté de ces paysans qui, en France, nourrissent les Français avec des produits de qualité. Il y a aussi une question de mode de consommation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui manger 86 kilos de viande par an et par personne en France ? Si on veut manger cette quantité de viande, il faut des élevages intensifs. Et c'est là que vous avez raison. C'est que c'est une question de société, en fait. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut de la viande produite chez nous, par des éleveurs français, dans des conditions qui respectent les animaux, qui respectent les sols, qui respectent les haies, qui respectent la qualité des produits, peut-être en mangeant un peu moins, ou est-ce qu'on veut de la viande importée de l'autre bout du monde, qui ne respecte aucune de nos règles, aucune de nos normes, qui rend les gens malades et qui détruit les agriculteurs français ? On a perdu un nombre incalculable d'exploitations parce qu'on a voulu concentrer ces exploitations. Moins d'agriculteurs, beaucoup moins, dans des exploitations toujours plus grosses. Et ça, on peut faire d'autres choix politiques, mais ça, c'est votre travail, vous, les responsables politiques, qui pouvez légiférer pour inverser la tendance et sauver la paysannerie française de la ruine et les animaux de la souffrance. Voilà pour ce numéro de La Séance est ouverte. À très bientôt pour un nouveau numéro sur LCP.